Je vous invite tout de suite à découvrir l'intervention rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, je pense que vous me connaissez. Donc voilà, moi je suis un mnémoniste, c'est un artiste de la mémoire, un mnémoniste. Je suis illusionniste de formation, je viens donc du milieu des magiciens. Et c'est bien par ce biais-là que je me suis intéressé au départ au phénomène des mémoires prodigieuses. Donc ensuite, tout mon travail, ça a été de faire un lien entre l'illusion, la mémoire, la perception. Ça a démarré en 1995, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ça. Donc j'ai également fait des études en sciences de l'éducation. J'ai écrit plusieurs bouquins. Le dernier en date, c'est Je retiens ce que je veux quand je veux aux éditions Erol. Donc une seconde impression a été faite, hein. Donc un bouquin qui va être également traduit en chinois simplifié. J'anime des tas de conférences et des tas de formations partout en France et à l'étranger. Je suis également web entrepreneur maintenant depuis 2000, 2000 et quelques, 2002, 2003 par là, donc depuis un petit moment maintenant. Et je suis historiquement créateur d'événements, c'est-à-dire que effectivement mon travail au départ, moi en tant que magicien, c'était de créer des événements. Et aujourd'hui, en tant qu'événement, avec les amis Nicolas Lisiac, Jérôme Boireau et Cyril Bettre, on crée le congrès de la mémoire qui aura lieu cette année les 7 et 8 octobre 2017. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps, évidemment. Il y aura donc une cinquième intervenante sur Montessori. Voilà, je vous dis ça parce que c'est une info de dernière minute. Il manquait un dernier intervenant. Il y a Pierre-Marie Lido, Sébastien Martinez, Jérôme Waro, Georges Elroy, donc c'est un ami belge, et une intervenante, Vanessa, sur Montessori, sur la pédagogie Montessori. Voilà, ça c'est donc les 7 et 8 octobre. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Voici le scénario de l'intervention. On va commencer par un petit échange. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'évoque pour vous cette notion d'agilité cognitive. Au départ, comme ça. Puis, on va tenter dans un premier acte, et vous remarquerez que j'aime bien utiliser tous les termes liés au spectacle. Voilà, je viens moi-même du spectacle, donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de process. Dans un premier acte, on va ensemble définir l'agilité cognitive. Important, je pense, de bien définir ce que ça veut dire. Dans une seconde partie, on va aborder trois grands principes. Alors, il y en a plein d'autres, mais je vais focaliser cette intervention sur trois grands principes qui peuvent favoriser l'agilité euh, cognitive. Et puis, dans un troisième acte, je vais carrément vous donner des actions concrètes, des choses que vous pouvez faire de façon très simple dans votre quotidien pour favoriser cette agilité cognitive. Euh, Est-ce que tout est OK pour vous? Je vais vous reprendre rapidement sur le chat. Est-ce que tout est OK? Vous voyez bien les images? Vous voyez bien le PowerPoint? Je vais vous laisser me répondre et je vais littéralement avancer dans cette notion d'échange. Euh, Tout est OK pour vous? Merci, parfait. Je vous suis. C'est parfait. Je continue. Alors, revenons à nos moutons. On va donc tenter, si vous voulez, de définir ensemble, enfin de faire une petite introduction et d'échanger. Alors voilà, écoutez, moi je vais vous poser une question très simple. Quand vous voyez toutes ces images, qu'est-ce que tout cela peut vous évoquer et comment est-ce que vous percevez cette notion d'agilité cognitive? Alors, on ne va pas parler encore de définition. On va d'abord, si vous voulez, essayer d'identifier les contraintes dans le quotidien d'un manque d'agilité cognitive et ce que ça peut apporter dans le quotidien, au contraire, d'être agile au niveau de la cognition. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, personnellement, l'agilité cognitive? Je vais vous laisser me répondre. Par exemple, la première image, là, vous voyez ce pauvre gars là qui est tout simplement avec cette roue, visiblement il a crevé. Donc Eleonore travaille, trop de travail, d'accord. Quoi d'autre? Je vous laisse répondre.
capacité à réagir à des situations diverses, c'est vrai. Prenez je ne sais plus que faire, c'est ça. Je vais vous raconter une petite anecdote si vous voulez. Euh, il y a quelques années, j'intervenais pour ce qu'on appelle des hauts potentiels. Des hauts potentiels, c'est-à-dire des personnes. Alors, quand on parle de hauts potentiels, si vous voulez, c'est des gens souvent qui ont des parcours assez pointus au niveau universitaire ou tout simplement dans des parcours comme Sciences Po, l'ENA. Bon, des gens qui, voilà, spontanément sont identifiés comme ayant un gros potentiel ou qui sont des potentiels forts. Des gens souvent qui sont très intelligents, on va dire, dans la définition qu'on peut se donner nous, on va dire, de façon quotidienne, des gens voilà, qui seraient intelligents, voilà, qui ont un beau langage, ce genre de choses. Et la petite histoire, c'est que le matin, donc j'intervenais un après-midi, et le matin, avant moi, il y avait un philosophe qui vraiment était plutôt passionnant, enfin passionnant, semblait passionnant, sauf que moi je ne comprenais absolument rien à ce qu'il disait. Alors j'étais peut-être un peu fatigué si vous voulez, mais bon voilà, je ne comprenais pas grand-chose. Il avait un vocabulaire qui était très pointu, il partait dans des ellipses, puis des phrases très très longues. Pas beaucoup d'exemples ou des exemples qui ne parlaient pas forcément, beaucoup de rapports avec l'histoire. Hein, bon. Et à côté de ça, je voyais les hauts potentiels qui paraissaient extrêmement satisfaits, voilà, qui semblaient plutôt boire les paroles du philosophe. Et là, je me dis, bon, waouh, je dois pas être super, super, du coup, intelligent à ce moment-là voilà, poursuivre cette intervention. Et bon, je continue la journée, et puis du coup, l'après-midi, c'est mon tour. Et donc, je commence à m'adresser effectivement à ces personnes-là. Et à un moment donné, je sens une petite phrase malheureuse. Je dis comme ça, voilà. Parce qu'on parlait des intelligences, on me posait des questions sur les intelligences. Et je leur parle donc de cette fameuse agilité, justement, cognitive, parce que pour moi, l'intelligence, c'est aussi une forme d'agilité, si vous voulez. Hein. Et je leur dis, voilà, par exemple, mesdames et messieurs, aussi intelligents, aussi brillants que vous puissiez être, si demain, vous crevez sur une rue de campagne, une route de campagne, et que vous ne savez pas changer votre roue, eh ben, à ce moment-là, vous n'êtes pas intelligent. Et là, j'ai eu un retour, si vous voulez, qui était plutôt négatif, parce que forcément, ces gens-là, je les ai on va dire, touchés dans leur ego, et évidemment, ça n'a pas été très très apprécié. Et justement, pour le coup, leur réaction faisait preuve d'un immense manque d'agilité cognitive. Parce que pourquoi, du coup, par rapport à ce que je leur disais, qui était peut-être un peu tronqué, peut-être un petit peu exagéré, l'attitude aurait dû être sans doute de s'adapter un peu mieux à ce que je disais, pour ne pas qu'on parte dans des échanges qui tournaient un petit peu au vinaigre, si vous voulez. Voilà. Donc ça fait partie de ce genre de choses, à mon avis. Euh, donc je lis un peu ce que vous dites, je ne sais plus quoi faire, réagir, le stress, désemparé, effectivement. Euh, cette personne aussi devant son ordinateur, donc le papa avec ses enfants, effectivement, on est bien d'accord pour dire que, bon, voilà, si vous êtes débordé par vos petits bambins à un moment donné, c'est que vous avez du mal à vous adapter à cette situation. Pareil, cette personne qui essaie de résoudre un problème mathématique, cette personne qui est face à des micros et qui semble-t-il perd tous ses moyens, sans doute par cette notion de stress. Ce monsieur qui est en train d'essayer de cuisiner, effectivement, qui a l'air d'être complètement donc à la rue. Voilà. Et on retrouve un petit peu ce mot que vous dites, hein, c'est cette notion d'être un petit peu désemparé. Euh, alors le coup de la roue, hein, évidemment, c'est quelque chose qui parle à tout le monde parce que forcément, on s'est tous retrouvés un jour devant cette fameuse roue crevée, enfin j'imagine, roue crevée. Pour vous dire, moi ce qui m'est arrivé un jour, hein, j'en suis pas très fier, mais bon voilà, je fais partie des gens qui n'étaient pas très à l'aise à changer des roues. Bah, toujours pas beaucoup aujourd'hui pour être sincère avec vous. Mais un jour donc où j'avais crevé, je sors le cri de la voiture et je le mets pas au bon endroit si vous voulez. Je le mets sous le bas de caisse et j'ai pas vu qu'il y avait des petites encoches là pour mettre le cri. Et donc je le mets sous le bas de caisse en me disant bah voilà, c'est là que ça se met. Et là je tourne la manivelle et en fait la voiture ne se soulevait pas. Par contre j'étais en train de littéralement tordre le bas de caisse. J'étais en train de défoncer le bas de caisse. Et donc, bah, visiblement, voilà, la voiture, j'ai quand même pas mal abîmé par mon manque de compétences à ce moment précis. Voilà, donc c'était pas super de ma part. Euh, effectivement,
c'est ce qui nous vient souvent à l'esprit, hein, c'est toutes ces choses-là. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller chercher une définition qu'on va donc définir entre nous. On peut donc prendre ces deux mots, si vous voulez, pour définir l'agilité cognitive. Il y a le mot agilité, il y a le mot cognition. Alors, qu'est-ce que pour vous, au départ, l'agilité? Hein, si on parle d'agilité, c'est quoi pour vous l'agilité? Si on devait vraiment faire une petite définition, la rapidité, d'accord? Ouais, pouvoir s'adapter. La souplesse, pas mal, c'est la souplesse. Mhm. La flexibilité. D'accord, mais alors, d'accord, très bien. Ok. Équilibriste, ça j'aime bien. L'équilibriste, pas mal. Ça c'est pas mal. Vite réagir, ouais, d'accord. Alors je sais pas si on parle vraiment de vitesse dans l'agilité, mais voilà, en tout cas oui, on parle d'une certaine vivacité d'esprit, je suis assez d'accord avec Kevin. L'ouverture d'esprit, ça j'aime bien, effectivement. Il y a un lien entre tout ça, j'imagine, en tout cas. Ouais. Euh, je pense qu'il faut donc au départ même bien prendre en considération que l'agilité, hop, pardon, voilà, c'est d'abord un mot qu'on attribue au corps, au corporel. Historiquement, si vous voulez, ce mot d'agilité, c'est d'abord l'habileté à changer rapidement la position de son corps. Donc sans doute effectivement pour s'adapter à la situation. On retrouve effectivement cette notion d'équilibre qui a été donc tout à l'heure donnée. Et c'est un peu plus tard, si vous voulez, qu'on a donc aussi attribué ce mot, l'agilité, à cette capacité, notamment quand on parle de l'agilité dans l'entreprise. Hein, quand on parle de l'entreprise, on parle d'une capacité à s'adapter rapidement à des situations changeantes. Donc on retrouve effectivement cette rapidité. Moi, je préfère parler de vivacité que de rapidité, parce que effectivement, bon, c'est un peu commun, mais je pense que la vivacité, à mon avis, il y a une notion, si vous voulez, de justesse qu'on ne trouve pas forcément sur la rapidité. Pour moi, être agile, au départ, c'est effectivement faire preuve de vivacité, mais d'une bonne vivacité. Il y a aussi donc ce mot, cette cognition. La cognition, donc ça, vous savez ce que ça veut dire. C'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent donc à la fonction de connaissance et qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Alors, vous savez que dans la cognition, on va d'abord parler de la mémoire. Quand on parle de cognition, on va mettre en tout premier lieu la mémoire qui malgré tout, est, à mon avis en tout cas, hein, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de chercheurs, est à la base donc de, de tous les processus mentaux. Donc l'agilité cognitive, il me semble en tout cas que c'est cette capacité de s'appuyer sur sa mémoire, oui, sur sa mémoire, sur ses connaissances, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on sait faire, euh, et d'utiliser ces savoirs, en tout cas cette masse d'informations qu'on a stockées dans la mémoire, pour donc s'adapter à son environnement. Et c'est ça qui est important parce que finalement, pourquoi je vous parle d'agilité cognitive ce soir alors que moi, à la base, mon travail c'est sur la mémoire, tout simplement parce qu'on ne peut pas tellement parler de mémoire sans parler d'agilité cognitive et inversement. Et tout mon travail, si vous voulez, moi, en tant que mnémoniste et en tout cas expert de la mémoire, c'est dans le but, littéralement, de, d'optimiser mon agilité cognitive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Et derrière cette agilité cognitive, effectivement, on va parler d'efficacité cognitive. On pourrait d'ailleurs appeler cette intervention l'efficacité cognitive. J'ai préféré le terme agilité parce que j'ai un petit côté mouvement que j'aime beaucoup, qui est un petit peu, on va dire, beaucoup plus artistique quelque part. Et donc c'est pour ça que je préfère ce mot.
Mais voilà, on revient à cette notion d'efficacité. J'aimerais partager avec vous grands principes, trois grands principes par rapport à tout ça. Est-ce que ça vous est vous déjà arrivé de est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être, en tout cas, je veux dire, on reprend cette notion, si vous voulez, de pneus crevés. Bah, pneus crevés, il est tard, il fait nuit, et votre batterie de téléphone, non, ou plutôt vous avez toujours une batterie de téléphone, mais le réseau n'est pas très bon. N'est pas très bon. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes tout seul dans le noir, en campagne, batterie pas terrible, vous n'êtes pas sûr de pouvoir changer votre roue. Mieux que ça, c'est parce que ça m'est arrivé, vous ne trouvez pas ni la roue de secours ou le cri qui permettrait de monter ces voitures. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, dans ce cas précis? Le stress. Effectivement, le stress. Il y a un petit moment de stress qui est évident, parce que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes habitué à un certain confort. Hein, je veux dire, si on ramène cette situation, je sais pas moi, 50 ans en arrière, où il n'y a pas de téléphone portable, où effectivement changer une roue est peut-être beaucoup plus commun qu'aujourd'hui, sans doute que cette notion de stress est un petit peu moins évidente. Hein. Donc on est peut-être un petit peu moins justement gêné par cette partie, cette situation-là. Méline, je recherche une autre solution. Ouais, d'accord. Alors vraiment, moi ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que vous êtes dans une situation, on va dire, complètement un peu nouvelle, pour le coup. Et il va se passer un truc, à mon avis, qui est important. Il va se passer un phénomène de charge mentale. Ici. Effectivement, l'un des principaux, on va dire, problèmes, ou en tout cas l'un des principaux ennemis de l'agilité cognitive, c'est la charge mentale. La charge mentale, c'est un petit peu la mode en ce moment, on en parle beaucoup. Euh, on parle de surcharge cognitive également. La charge mentale, c'est tout ce qui traduit le stress, la fatigue, mais aussi la boulimie cognitive. Donc des personnes qui veulent absolument consommer tout le temps de l'information, donc qui amène donc de la surinformation, et de toute façon, qui va donc amener à une saturation de la mémoire de travail. Il faut comprendre un truc, je pense que ça vous le savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vais vous le réexpliquer maintenant. Au tout départ, si vous voulez, vous avez une mémoire de travail, une mémoire, on va dire, immédiate. Donc cette mémoire de travail, elle a pour objectif, pour but, tout simplement de traiter l'environnement, traiter l'information au quotidien, dans le temps présent. C'est une mémoire qui vous permet euh, l'instant présent, de vivre l'instant présent sans trop y penser. Sauf que cette mémoire de travail, effectivement, elle va être limitée à un certain nombre d'informations. On parle de 6, 7 informations. On parle d'empamnésique. L'empamnésique, c'est cette limite hein, qu'on donne à cette mémoire de travail. On part du principe que, au bout de quelques informations, en tout cas, eh bien, vous n'êtes pas capable, si vous voulez, vous n'êtes pas capable de traiter plus d'informations que ça. Et donc, si vous êtes déjà surchargé par du stress, par des préoccupations, eh bien, cette empamnésique, cette limite-là, si vous voulez, va donc être déjà bien grignotée. Ce qui fait que vous allez vous retrouver un petit peu comme ce monsieur-là, avec plein de pensées qui vont vous arriver d'un coup, et donc un petit peu moins de place pour justement donc gérer les informations qui vous arrivent. Donc si vous êtes stressé, hein, si à un moment donné vous êtes stressé, eh bien vous allez avoir cette notion de surcharge cognitive. Vous n'êtes plus capable de réfléchir efficacement et vous pouvez donc perdre vos moyens. Et c'est là qu'on peut donc faire des erreurs, on peut effectivement être complètement désemparé, on peut faire un blocage littéralement. Ça peut aller jusqu'à des burn-out, hein, mais là c'est quand on parle de surcharge cognitive dans le temps. Donc tout ce qui est surcharge mentale, tout ce qui est, on va dire, burn-out, c'est au départ un problème de charge mentale. Donc ça sature et à un moment donné ça va disjoncter. Donc si vous êtes dans cette situation-là de stress intense, eh bien à un moment donné il peut y avoir un rejet complet, on peut s'enfermer. Moi j'ai vu des personnes faire complètement l'autruche, bloqués, littéralement ils sont en mode ce qu'on appelle freeze, ils freeze complètement. Et du coup, ils sont tétanisés. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et cette charge mentale, donc il faut savoir la gérer de différentes façons. Hein, on verra tout à l'heure. Moi, j'ai des gens des fois qui m'appellent
et qui me disent, voilà, au téléphone, voilà, j'ai des gros soucis de mémoire, je retiens plus rien, ça devient compliqué, alors qu'avant j'étais plutôt performant. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques instants, au bout de quelques minutes, en parlant avec ces personnes-là, eh ben, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de problème de mémoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai problème de charge mentale lié au stress. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je conseille aux gens? Je dis aux gens, bah, écoutez, monsieur ou madame, pour le coup, c'est pas tellement des stratégies sur lesquelles il faut travailler dans votre cas précis, mais c'est plutôt sur votre charge mentale. Ce que vous devez absolument faire, c'est plutôt apprendre à vous détendre, hein, apprendre à lâcher du lest. Et moi, ce que je peux vous conseiller, au contraire, peut-être, c'est d'aller faire je sais pas moi, des séances de relaxation, des séances de respiration, enfin, tous ces trucs-là qui peuvent vous permettre donc de gérer au mieux votre stress et votre rythme effréné que vous vivez au quotidien. On voit ça souvent, notamment chez les cadres, les managers, des gens qui ont des pressions de toutes parts. Donc la charge mentale va littéralement bouffer votre agilité cognitive. Vous ne pouvez pas être performant si vous êtes en surcharge mentale. Euh, le deuxième principe, on va dire, qui va donc permettre en tout cas qui va jouer sur l'agilité cognitive, ce sont les automatismes. Les automatismes. Là, vous avez la photo d'une personne au téléphone en train de conduire. Alors, c'est quelque chose évidemment qu'on ne recommande pas, hein, évidemment. Il ne faut pas téléphoner en conduisant. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez grignoter sur votre charge mentale et forcément, vous allez être moins attentif à l'environnement. Ceci étant, malgré tout, si vous avez un kit main libre et si vous avez, je sais pas moi, un GPS qui prend le téléphone en Bluetooth, par exemple, eh bien, vous pouvez malgré tout être relativement efficace. Je dis bien relativement parce que, encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, mais vous êtes capable, malgré tout, par cette faculté d'automatisme, c'est-à-dire être capable de parler tout en conduisant, de conduire votre voiture. Donc, les automatismes font partie des grands principes qui favorisent l'agilité cognitive. Ça va impliquer une forme de mémoire qu'on appelle la mémoire procédurale, et on va se rendre compte effectivement que pour être agile au quotidien, il faut favoriser un maximum d'automatisme. Il faut faire marcher cette mémoire dite procédurale, dite implicite. La mémoire implicite, c'est celle du par cœur. Donc à chaque fois que vous avez, on va dire, vraiment littéralement intégré des connaissances, des informations, des notions, vous devenez efficace. Par exemple, vous avez tous appris à manipuler un ordinateur, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Il est possible qu'au départ, eh bien, vous ayez complètement galéré pour, voilà, pour manipuler cet ordinateur. Bon. Et c'est bien par la répétition, par l'automatisation que cet ordinateur, cet outil est devenu extrêmement pratique et vous a fait gagner un maximum de temps et un maximum d'efficacité. Donc, toutes ces notions d'automatisation sont primordiales. Vous devez absolument donc privilégier un maximum d'automatisation. Moi, souvent, quand je suis en formation, je demande aux gens qu'est-ce que vous pensez des téléphones portables, par exemple. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, là, maintenant, de tout ce qui est téléphone portable? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'intéressant, d'utile, plutôt pas très intéressant? Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Hein, un téléphone portable, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est négatif par rapport à la mémoire, par rapport à toute la condition, ou au contraire, c'est quelque chose qui peut être très utile, enfin très utile en tout cas plutôt positif, parce que utile, ça, on sait que c'est utile. Gadget pour Eleanor, ouais, c'est très pratique évidemment. Ça fait partie de notre vie évidemment. Alors est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de plutôt positif, plutôt négatif? Comment d'emblée comme ça vous percevez les choses? Plutôt positif? Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Alors, en fait, la vérité, si vous voulez, c'est que les smartphones, ce genre de choses, sont plutôt positifs, aussi bien pour votre mémoire que pour tout ce qu'on aborde aujourd'hui sur l'agilité. Pour deux petites raisons, on va dire. La première, tout simplement, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, ce genre d'outils font plutôt travailler votre mémoire, sont plutôt positifs parce que ça vous fait marcher, ça fait marcher les neurones, parce qu'il faut apprendre à s'en servir, hein, il faut apprendre à s'en servir.
Moi, j'entends des fois des personnes qui me disent, oui, mais autrefois, on faisait l'effort d'apprendre ou mémoriser les numéros de téléphone. Bon, si vous voulez, les numéros de téléphone en soi, les mémoriser, c'est pas très intéressant. On va dire au niveau cérébral, c'est pas ça qui va forcément favoriser, on va dire, l'enrichissement des connexions. C'est pas super utile. C'est pas très transversal, si vous voulez. Or, qu'est-ce qu'on sait de la mémoire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le mieux, c'est quand même de créer des connexions. Et un numéro de téléphone, c'est pas, enfin, mémoriser un numéro de téléphone, c'est pas super intéressant. Au contraire, au contraire, si vous apprenez à utiliser un outil comme un téléphone portable, un smartphone ou un ordinateur, l'intérêt, si vous voulez, c'est que ça va vous permettre de décharger votre mémoire d'informations qui ne sont pas si utiles que ça, si vous voulez, à conserver comme ça active. Un numéro de téléphone, si vous voulez, ça ne sert qu'à ça, quoi. Si je mémorise le numéro de téléphone de ma voisine ou de mon voisin, bon, bah, à part pour cette utilité-là, c'est pas très intéressant. Alors que si j'apprends à me servir d'un téléphone portable, il y a une transversalité qui est réelle, qui me permet, si vous voulez, ensuite, peut-être de mieux aborder une tablette, et peut-être ensuite par la tablette un ordinateur. Et donc, si vous voulez, il y a cette espèce de transversalité-là, qui est souvent beaucoup plus intéressante, et qui va donc favoriser des automatismes. Donc, tous ces outils-là sont plutôt positifs. Ils vont vous permettre sans doute de vous décharger au niveau de la charge mentale et de vous donner quelques automatismes, on va dire, qui sont quand même extrêmement intéressants. Et ça va vous laisser aussi la place peut-être pour faire autre chose. C'est ça qui est intéressant. Donc les automatismes, il faut apprendre à le faire sans doute toute sa vie. Hein. Il faut que vous appreniez à automatiser un maximum de tâches. Si je prends l'exemple d'un gamin, par exemple, un gamin qui, voilà, il arrive à 7 ans et il n'a pas encore automatisé l'action de faire son lacet. Qu'est-ce qui va se passer avec ce gamin? Eh bien, imaginons que voilà, on arrive je sais pas moi, de classe, et à la fin de la classe, voilà, il y a son lacet qui est défait, il veut essayer de le refaire, il galère parce que c'est pas encore automatisé. À ce moment-là, si l'enseignante donne une consigne, un truc, quelque chose je sais pas moi, qu'il faut partager avec les parents, ce genre de choses, il y a de grandes chances pour ce gamin-là eh bien, soit tellement accaparé par ses lacets qu'il ne perçoivent pas, pardon, la consigne qui a été donnée par l'enseignante. Donc, pour le coup, il y a une perte littérale d'efficacité, alors que s'il avait vraiment automatisé ses tâches, eh bien, il aurait pu tout simplement suivre la conversation tout en faisant ses lacets. Voilà, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. L'automatisation, c'est quelque chose aussi qui va... enfin, moi, je vous en parle parce que en tant que magicien, en tant qu'illusionniste, si vous voulez, euh, c'est quelque chose que je suis amené forcément à beaucoup pratiquer. Euh, la contrainte d'un magicien, si vous voulez, c'est de devoir gérer une relation avec un public tout en maîtrisant des techniques, on va dire, basées sur l'adresse manuelle sans que ça se voit. Donc moi j'étais extrêmement tôt, très tôt si vous voulez, sensibilisé à cette notion d'automatisme pour être le plus efficace possible, le plus agile possible lorsque je faisais mes spectacles de magie. J'étais donc obligé donc de travailler énormément. Donc s'il y a des magiciens ce soir devant nous là, enfin, en train de suivre cette intervention, ils vont tout à fait comprendre ce que je dis. Il faut donc évidemment travailler des heures et des heures sur la tenue d'un jeu de cartes, sur une façon de faire, de façon à ce que le jour J, lorsqu'on se retrouve devant un public, eh bien, ça soit complètement intégré, que ce soit une seconde nature et qu'on n'ait pas besoin de réfléchir. C'est exactement ce qui se passe exactement on va dire pour un musicien, quoi. Imaginez un musicien, il se présente, il se produit un soir devant un public et est en train de gratter sur sa guitare, en train de chercher comment faire ses notes, c'est pas possible. Il va perdre littéralement, on va dire, en communication, en phase avec, il sera plus en phase du tout avec le public. Il ne pourra pas communiquer avec le public. On sentira qu'il est complètement crispé et voilà, ce ne sera pas très intéressant. Euh, donc, l'automatisation, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'appuyer. C'est très important. La troisième clé, le troisième grand principe, pardon, ça va être donc cet enrichissement de vos zones cérébrales. En fait, vous avez un cerveau qui, allez, aujourd'hui qui comprend 86 milliards de neurones. C'est un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui, c'est les derniers chiffres que j'ai pu retrouver. Donc il y a 20 ans, moi, quand j'ai commencé, on parlait de 200 milliards de neurones, puis il y a 10 ans, on parlait de 100 milliards, maintenant on parle de 86 milliards. Bref, on ne sait pas exactement combien de milliards de neurones on a dans le cerveau. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on en perd dans le sens où le cerveau se réorganise sans cesse.
Il y a donc effectivement une espèce de nettoyage qui est fait régulièrement dans votre cerveau pour voilà, tout réorganiser, hein. C'est un petit peu comme chez vous, voilà, quand il y a des choses qui ne servent plus, vous pouvez être amené à vous en débarrasser, hein. Il y a un petit coup de ménage qui est fait. Donc le cerveau c'est pareil, il fait son ménage de temps en temps, il va se réorganiser, on appelle ça la plasticité neuronale. Ce qu'on sait un peu moins, si vous voulez, c'est que ce cerveau fabrique également régulièrement des neurones, donc on refabrique des neurones toute sa vie en fonction donc de différentes, on va dire, conditions, hein. Par exemple, on sait aujourd'hui que bon, prendre soin de vous, voilà, ça fait partie des choses qui vont favoriser ce qu'on appelle la neurogénèse, hein, euh, la socialisation, rester en société, voilà, rester, de ne pas s'isoler. On voit très clairement que des gens qui s'isolent, souvent, il y a une perte littérale en termes de cognition, euh, s'enfermer dans sa zone de confort. Voilà, ça c'est pas important, c'est pas très intéressant. Donc il faut, si vous voulez, toute votre vie, optimiser cette capacité à créer des connexions neuronales dans votre cerveau. Et si je reprends un petit peu l'exemple, si vous voulez, du numéro de téléphone tout à l'heure, bon bah voilà, mémoriser un numéro de téléphone, apprendre un numéro de téléphone, si vous voulez, on peut pas dire que c'est ça qui va vraiment enrichir votre circuit neuronal, alors qu'effectivement apprendre des choses de culture générale, des savoir-faire, des trucs qui sont transversales, transversaux plutôt, des notions transversales, des notions que vous pouvez réutiliser ailleurs, dans d'autres contextes, par exemple. Là, effectivement, c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant au niveau donc cérébral. Et ça, il faut effectivement savoir le faire. Euh, Vous devez donc idéalement sortir de votre zone de confort. Il faut savoir identifier des choses peut-être qui au départ, alors évidemment, il faut toujours prendre du plaisir, hein, à sortir de sa zone de confort, mais n'hésitez pas à identifier si vous voulez des choses qui peuvent vous être utiles dans le quotidien et donc à sortir de cette zone de confort pour aller chercher de nouvelles connaissances et donc développer ces fameux automatismes. Voilà, donc ça c'est les trois grands principes, si vous voulez, de base, hein, évidemment, par rapport à l'agilité cognitive. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez quelques questions? On peut commencer déjà à répondre à quelques questions avant de vous donner quelques informations peut-être pratiques, des petits conseils qu'on peut mettre au quotidien en place. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous interpellent, des questions qui vous viennent comme ça à l'esprit? Je vais vous laisser donc quelques secondes pour éventuellement me poser des questions, des trucs qui n'ont peut-être pas été clairs. Évidemment, j'essaie de ne pas rentrer trop, on va dire, dans les, rentrer trop dans les détails, hein. L'idée, c'est d'apporter des réflexions, d'ouvrir quelques voies. Avez-vous des questions? Dites-moi tout, je vous écoute. Pas de questions particulières? Je continue? Alors, je continue. Ok, continuons. S'il n'y a pas de questions, on va donc maintenant voir trois actions concrètes que vous pourriez, on va dire, mettre en œuvre au quotidien pour favoriser cette agilité cognitive. Tiens, d'ailleurs, tiens, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que spontanément vous voyez, vous, à la lumière de ce que j'ai pu évoquer avec vous, qu'est-ce que vous voyez comme action concrète, simple, que vous pourriez mettre en place au quotidien pour favoriser cette agilité cognitive? Comme ça, spontanément. Là, on a parlé donc de charge mentale, d'automatisation, de structure voilà, neuronale, de zone cérébrale. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qu'est-ce que vous faites, vous, d'abord, au quotidien? Est-ce que vous-même, vous êtes des passionnés d'agilité cognitive? J'imagine que oui, sinon vous ne seriez pas là. Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre au quotidien, de façon simple et concrète, pour favoriser tout ça? Apprendre de nouvelles choses, évidemment. Les habitudes, d'accord, mais alors concrètement, concrètement.
Et c'est un nouveau sport, de nouveaux mouvements. Ouais. Autre chose? Moi, j'ai identifié, voilà, je vais vous poser trois. Alors, il y a des gens qui s'expriment. Je vais vous laisser donc, vous exprimer, faire des choses nouvelles. Voilà. Tout ça, c'est vrai, hein, ça, c'est juste. Ok. Tout ça, c'est bon. Bon. En les plaçant sur les habitudes existantes, d'accord. Méline, ok. Alors, je vais laisser Nadège s'exprimer. Bon. S'informer, dit. Oui, s'informer, s'informer. Alors, est-ce que vous faites la différence entre s'informer et se former, hein? Donc, s'informer, c'est quelque chose d'assez passif, au final. Et se former, c'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, intégrant, hein? Donc, s'informer, c'est bien, mais attention, parfois, quand on veut, quand on ne fait que s'informer, si vous voulez, on peut devenir un boulimique de l'information. Et au contraire, ça peut justement créer de la surcharge cognitive. Bon, s'informer, c'est bien, il faut le faire. De toute façon, le cerveau, il aime bien l'information. C'est un petit peu son grand drame, si vous voulez. Le cerveau, il aime bien consommer de l'information, ce qui fait qu'on peut passer des journées entières à s'informer. On voit des gens qui sont, moi le premier, hein, pour quelque part, j'aime l'information. On peut passer des heures et des heures des fois sur des trucs pour, voilà, pour savoir, savoir dans le temps réel des choses et d'autres. Ok. Euh, alors, je vais reprendre la main si vous voulez bien. Donc, trois actions concrètes que je peux vous proposer, de façon très concrète, je vais dire, hein. J'ai écrit il y a quelques années un petit e-book. Alors ça, je pourrais vous le retrouver, je ne sais pas si vous l'avez. C'est gratuit, hein, c'est un petit e-book que j'avais donc... Enfin, c'est un livre, alors, pour le coup, pour vous situer, c'est un livre physique que j'avais écrit. Bon, c'est pas le meilleur livre que j'ai écrit, très honnêtement. Mais l'idée au départ, si vous voulez, dans ce livre, c'était de sensibiliser les gens à cette notion d'expérience. Donc, oui, il faut apprendre. C'est vrai qu'il faut apprendre. Mais moi, il me semble que dans l'idéal, ce qu'il faut savoir faire, c'est favoriser les expériences. Il y a des tas de personnes qui peuvent rester chez elles, derrière un écran, derrière un bouquin, derrière des documentaires, et donc quelque part apprendre, mais de façon, on va dire, virtuelle, hein, pour le coup, des tas de choses. Bon, c'est bien, si vous voulez, c'est bien de s'informer, c'est bien, effectivement, d'optimiser tout ce qu'on veut savoir. Mais si on veut ramener ça à l'agilité, qui au départ est une notion qui est en rapport avec le corps, rappelez-vous, hein, au départ c'est en relation avec le corps, je trouve que cette notion d'expérience est fondamentale. Moi je me suis lancé des tas de défis depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors pour vous situer, moi j'étais quelqu'un de plutôt timide étant plus jeune. Voilà, j'étais pas forcément très très bien dans ma peau. Et, euh, et donc, un jour, donc bon, voilà, j'ai fait un premier cursus en faculté. J'ai fait une année, enfin une année, quelques mois plutôt, en faculté de lettres, de langue étrangère plutôt, en portugais. Alors, ne me demandez pas pourquoi portugais, ce serait trop long à vous expliquer, qu'importe. Mais bon, j'ai abandonné ces études-là et enfin, j'ai monté une première entreprise qui n'a pas marché. Puis je suis parti faire mon service militaire. Et à mon retour, j'avais quand même changé cette expérience du service militaire. Très honnêtement, moi m'avait plutôt été bénéfique. Euh, et surtout, quand je suis revenu, j'avais 21 ans, eh bien, je me suis lancé ce défi de se dire que voilà, il faut que j'expérimente un maximum de choses. Il faut que je me mette dans la peau de personnes que j'admire, que j'aime, et que j'y aille, quoi, que j'y aille franco. Par exemple, moi j'avais toujours rêvé d'être journaliste, et donc à ce moment précis, donc j'ai postulé pour travailler pour un petit journal local, et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai frappé à des portes et tout, et donc j'ai pu travailler comme journaliste local ici en région rennaise, et j'ai pu comme ça donc expérimenter des tas de choses. Je me suis lancé des tas de défis. Je me suis mis, si vous voulez, dans l'idée de vivre plusieurs vies, de me mettre en danger. C'est un peu l'idée de ce bouquin. Dans ce livre, je parle d'un concept complètement, alors que c'est moi qui,
j'ai tout, on va dire inventé en termes de terminologie, ce genre de choses. J'appelais ça en tout cas le processus d'auto-référence. L'idée, c'était de se donner un maximum de références parce que dans mon idée, si vous voulez, l'efficacité, le développement dit personnel, ce qu'on appelle le développement personnel, ça ne pouvait pas être que des stratégies, on va dire, de psychologie que j'avais pu voir par ailleurs, que ce soit la pensée positive ou d'autres trucs de ce genre-là. Mais pour moi, c'était forcément nourrir sa mémoire d'expérience. C'était ça pour moi l'idée. Et à partir de là, j'ai moi-même expérimenté tout ça. Je me suis lancé des tas de défis. Donc en l'espace de quelques années, j'ai ainsi tour à tour été journaliste, j'ai été commercial, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait du phoning, j'ai fait ce genre de choses. J'étais éducateur de jeunes enfants, donc en région parisienne. J'ai ensuite été animateur socio-culturel. J'ai été également ouvrier à la chaîne, à Citroën. J'ai été également informaticien dans des écoles. Et donc, je me suis lancé le défi d'écrire des bouquins à cette époque-là. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai lancé des spectacles en tant que magicien. J'ai essayé de voir un peu ce que je pouvais faire. Et ça m'a énormément apporté dans le sens où je me suis mis vraiment en danger. J'ai essayé de relever des défis qui étaient en rapport quand même avec des choses qui quelque part me faisaient vibrer et quelque part voilà, j'avais toujours eu envie de vivre la vie d'un commercial. J'avais toujours été admiratif des gens qui étaient capables comme ça de convaincre des personnes voilà, d'adhérer à un produit, un service, ce genre de choses. J'étais fasciné également par la thérapie, donc c'est pour ça que j'ai été, on va dire, je me suis retrouvé en région parisienne dans un centre de soins pour des enfants, en fait, plutôt en bas âge. Donc j'ai fait toutes ces choses-là et dans ce livre-là, j'explique un concept qui est donc non seulement de se lancer des défis, mais pourquoi pas de lire des autobiographies. Parce que je me suis dit, tiens, finalement aussi, il y a un truc qui peut être fait. J'avais lu que le cerveau, semble-t-il, n'était pas forcément capable de faire la différence entre ce qui était vrai et ce qui était quelque part intégré, imaginé. Bon, je sais pas si c'est réel tout ça, hein, enfin, c'est ce qui s'est souvent dit. Et je me suis dit, et si je me mettais, si j'appliquais mes neurones miroirs, alors les neurones miroirs, hein, c'est quoi? C'est simplement ces neurones qui vous permettent de vous mettre à la place des gens et ça vous permet donc de faire preuve d'empathie. C'est-à-dire que quelqu'un qui pleure, forcément, si vous avez un peu d'empathie, vous allez plutôt aborder cette personne avec compassion, vous allez essayer de savoir ce qui se passe, vous allez y aller, on va dire, avec une certaine attitude, hein, évidemment. Donc ce sont ces neurones miroirs-là qui vous permettent de réagir comme ça, mais ces neurones miroirs vous permettent également d'apprendre par imitation. Et donc l'idée c'était quoi? C'était de s'inspirer d'autobiographies de personnes qui me faisaient vibrer. Donc en essayant de m'imprégner de leur vie et de vivre leur vie. Et je me disais, tiens, finalement, si je lisais les autobiographies de toutes ces personnes qui m'ont, moi, inspiré, est-ce que quelque part, j'intégrerais pas leur vie? Est-ce que quelque part, je ne vivrais pas plusieurs vies? Est-ce que je ne développerais pas non plus quelques expériences? Voilà. Donc, c'était un petit peu sur les points de départ de ce bouquin et c'est quelque chose que moi j'ai mis en œuvre et que je mets toujours en œuvre. C'est pour ça que j'ai fait par exemple des tas d'interviews de magiciens. Et à un moment donné, en 2004-2005 par là, je me suis lancé l'idée donc de créer un site web pour aller interviewer des magiciens qui m'avaient complètement, moi, toujours inspiré. Et donc je suis allé frapper aux portes, j'ai appelé, j'ai pris mon téléphone, j'ai osé appeler des artistes qui me paraissaient comme ça à la base intouchables. Et je suis allé les voir, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de vivre leur vie. Donc je leur posais toujours des questions plutôt linéaires. Ce que j'essayais de voir un petit peu, c'est comment, de leur enfance jusqu'à aujourd'hui, ils avaient comme ça construit leur univers, leur personnalité, leur spectacle, enfin tout ce qu'ils avaient fait en fait, dans leur quotidien. Donc cette notion-là, liée aux expériences de vie, si vous voulez, sont à mon avis primordiales. Expérimentez. Impliquez votre corps, votre esprit tout entier dans des expériences de vie, euh, des choses qui peut-être en tout cas vous ont toujours, je sais pas, qui vous ont fasciné, qui vous ont inspiré, et tenter votre chance. Ça peut être à travers un sport, ça peut être à travers un métier, ça peut être à travers une activité quelconque. Si vous avez, je sais pas, toujours été rêvé d'être, je sais pas moi, d'être astronome par exemple, eh bien, allez voir un astronome et puis essayez de passer une journée avec lui. Moi j'ai fait ça avec un photographe une fois, un photographe qui était voisin de mes parents, qui avait été photographe chez Paris Match.
Et moi, j'avais toujours aussi rêvé d'être reporter photographe, par exemple. Et donc, voilà, pendant une journée, j'ai passé une journée avec lui. Il m'a appris à développer des photos. Donc, en noir et blanc. Donc, j'ai eu accès à son petit laboratoire. Et ça m'a été utile beaucoup plus tard, notamment quand j'ai voulu faire du journalisme. Donc, expérimentez. Autre chose, ça a été dit, c'est se former. Se former, mais attention, quand je dis se former, c'est vraiment aller dans la formation. C'est pas forcément que voilà, faire un truc en surface, mais aller vraiment se former à quelque chose. Donc il y a des tas de choses sur lesquelles vous pouvez vous former au quotidien. Moi j'adore me former, j'adore apprendre, bah, pas que apprendre. Parce que former, si vous voulez, ça implique encore une fois pour moi le corps quelque part. Il y a une notion quand même corporelle qui est importante, il y a une attitude dans la formation. Il n'y a pas que les notions. Je trouve que c'est dommage, si vous voulez, quand on propose par exemple des exercices, des défis sur des formations, que ce soit en ligne ou des formations présentielles, c'est dommage si vous voulez que ça reste à l'étape de concept. Hein. Moi, ce que je dis souvent quand je fais des formations d'une journée, je permets, si vous voulez, aux étudiants d'identifier 2 ou 3 concepts, pas plus, même un seul à la limite, mais de se focaliser sur ce concept-là et de le mettre en mouvement, donc de l'animer dans le quotidien pour que cette formation justement soit réelle. Donc effectivement, formez-vous tout le temps dans des choses qui vous sont utiles, qui vous plaisent, dans tous les secteurs d'activité si possible. Hein. À la limite, plus vous savez faire de choses, plus vous devenez caméléon. Hein, si on parle d'agilité cognitive, on revient à peut-être cette capacité à être une certaine forme de caméléon au quotidien et de pouvoir passer d'un rôle à l'autre. Moi j'ai toujours été aussi fasciné par le milieu, on va dire, du théâtre, des comédiens, parce que forcément quand on est comédien, alors, à mon petit niveau en tant que magicien, j'ai essayé de vivre ça, mais moi j'ai jamais fait de théâtre si vous voulez, mais moi je suis fasciné de voir des comédiens qui savent comme ça intégrer un rôle, et on voit des très bons comédiens capables de passer des journées entières avec des personnes des personnes qui correspondent au rôle qu'ils vont devoir incarner, quoi, vous voyez. Donc ça pour moi c'est fondamental. Donc formez-vous. Alors je vais vous donner un truc, il y a quelque chose sur lequel vous devez impérativement vous former aujourd'hui en 2017, c'est toutes les nouvelles technologies. Formez-vous un maximum de logiciels, d'applications. Pourquoi? Parce que on va vers ce tout applicatif, ce toute application, et donc plus vous maîtrisez de logiciels, et moi je l'ai fait, pour vous situer, moi je me suis formé à des logiciels comme Photoshop, comme Premiere, j'ai fait un petit peu de développement web, j'ai fait un petit peu de PHP, j'ai fait un petit peu de JavaScript, j'ai fait un petit peu d'HTML, ce genre de choses. Je me suis formé donc à des logiciels de son, de retouche de son, à des tas de trucs, si vous voulez, euh, qui me permettent aujourd'hui, si vous voulez, de ne pas être largué, en tout cas avec les nouvelles technologies, quoi. Enfin, un minimum en tout cas. Donc, formez-vous déjà aux nouvelles technologies, ça c'est un défi que je peux vous proposer. En tout cas, voilà, optimisez tous vos savoirs, tous vos savoir-faire, tous vos savoir-être, évidemment, pour que ce soit pour vous être le plus agile. Hein. Je reprends un petit peu, vous savez, cette anecdote que je vous racontais au départ, qui était donc tout simplement lorsque j'étais au milieu de ces hauts potentiels et leur réaction un petit peu disproportionnée par rapport à ce que j'avais pu leur dire. Bon, la phrase était un petit peu malheureuse, si vous voulez, mais en même temps, en face, si vous voulez, il y avait peut-être un problème de savoir-être. Ils n'ont pas su encaisser cette petite réflexion, parce que pour eux, voilà, c'était forcément intelligent, et leur dire que s'ils ne sont pas capables de changer une roue, à ce moment-là, ils ne sont pas intelligents, ça passait moyen. Mais ça, ils ont eu du mal. Donc, voilà. Peut-être que ces gens-là avaient besoin de travailler sur leur savoir-être. Allez, ça, il faut faire ça toute votre vie, hein, parce que c'est des choses voilà, votre, votre développement cérébral n'est pas figé, vous pouvez faire ça toute votre vie, vous pouvez apprendre toute votre vie, et je vous encourage évidemment à apprendre toute votre vie. Alors, il reste une troisième action concrète qui va vous étonner. Et avant de vous la dévoiler, je vais savoir si vous avez donc quelques petites questions par rapport à ça, des choses auxquelles vous avez envie de réagir. Vous avez dû voir apparaître au-dessus de la vidéo une invitation à un code promo. Voilà, il faut savoir un truc, c'est que pour vous remercier d'être présent ce soir, voilà, j'ai fait un code promo de 80%, valable sur un tas de formations, donc tout le parcours formation de mémoire, mais y compris les modules associés. Donc en fait, vous savez, hein, sur mon site, vous pouvez voilà, acquérir la formation complète qui est assez importante, si vous voulez, qui fait une dizaine de modules, je crois, mais qui coûte évidemment plus cher, ou alors des modules très précis.
Et donc pour vous remercier d'être là ce soir, voilà, j'ai mis en place un petit code promo, un gros code promo de 80% que vous pouvez utiliser jusqu'à mardi soir. Voilà, je vous en parlerai si vous voulez à la fin. Mais là, la question n'est pas là. C'est de savoir si là, à ce moment-là, vous avez une idée de ce que pourrait être cette troisième clé, ce troisième principe. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, en troisième point, favoriser votre agilité cognitive? Quelque chose qui va vous étonner, je pense, auquel vous ne pensez pas forcément, mais je serais curieux de voir si vous identifiez un truc que j'ai pas forcément abordé et voilà, qui peut, on va dire, en faire partie. Dormir. Ah oui, c'est vrai. Alors, ça revient, si vous voulez, on va dire un petit peu. Mais oui, c'est vrai. La charge mentale, j'en parlais, tout le bien-être, etc. Donc Christophe a tout à fait raison. Dormir, ça en fait partie. L'alimentation, certainement. La joie de vivre, certainement. Tout ça, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Ça va jouer. Ça va jouer. Je vais être sur des trucs. Voilà, je suis sur un truc un peu plus concret. Mais, bon, voilà. Mais c'est vrai. Les odeurs, les odeurs, les odeurs, les odeurs. Tiens, je n'aurais pas pensé à ça, ma chère Éléonore. Les odeurs, il faudra qu'on précise un petit peu. Alors, les odeurs, oui, peut-être dans le sens où, effectivement, l'odorat permet de retrouver beaucoup plus facilement des souvenirs, peut-être, effectivement, c'est peut-être ça l'idée. Faire du sport, tout ça c'est vrai. On revient, si vous voulez, à cette notion de bien-être. C'est ça que je pense qui se cache derrière le sport. J'en parlerai tout ça, si vous voulez, dans une prochaine webconférence. De toute cette notion de bien-être, hein, ça fait effectivement partie, hein, ça on le sait. Bon, c'est très tourné positif, c'est très tourné activité, d'accord. Alors, si on part du principe, si vous voulez, que l'agilité cognitive, c'est aussi en rapport avec votre capacité à comprendre vite, à piger vite. Quelqu'un qui est agile au niveau de la cognition, c'est quelqu'un qui capte très bien, qui pige vite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, augmenter la taille de la mémoire de travail. Alors, on ne peut pas forcément augmenter la taille de la mémoire de travail. Par contre, on peut effectivement mieux la maîtriser, on peut mieux la gérer, on peut mieux, on va dire, s'en servir, mais voilà. On ne peut pas dire qu'on peut l'augmenter comme ça, hein, c'est pas quelque chose qui s'augmente. Alors, bonsoir, je prends la conférence en marche. Pourrais-tu rappeler les deux premiers points, s'il te plaît? Alors, mon cher invité 21 48 10, j'ai menti, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de replay, mais finalement, au dernier moment, je me suis résolu à enregistrer cette intervention, donc je vais proposer un replay. Donc, il y aura un replay. Voilà, puis à la fin, de toute façon, je fais une petite conclusion. Hein. L'automatisation des tâches, oui, c'est vrai, Méline, tout ça c'est vrai. Hein, on revient sur les. Voilà, sur les. C'est vrai, tout ça. Bon, allez, je vais pas vous faire languir plus longtemps. On va aller tout de suite sur la suite. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté. Il y a une action très concrète que vous pouvez faire pour être beaucoup plus agile au niveau de la cognition, c'est d'optimiser votre vocabulaire. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre ce que je vous dis. Mais le fait est que si vous avez des vocabulaires, si vous avez un répertoire lexical suffisamment riche pour comprendre un maximum de choses, eh bien vous allez forcément intégrer plus rapidement des données, il y aura des raccourcis qui vont être faits et vous allez être beaucoup plus réactif. Moi je me suis rendu compte, quand j'ai été salarié pendant une dizaine d'années si vous voulez, et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues, ce genre de choses. On avait donc des hiérarchies, donc des hiérarchies forcément un peu de pression. Et qu'est-ce que moi j'ai longtemps remarqué, moi c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais au lycée, au collège même, au collège-lycée, et même sans doute plus tôt, c'est que on a tendance, si vous voulez, à penser qu'on comprend des choses, mais on ne les comprend pas toujours. Et comme on ne les comprend pas toujours, eh bien, finalement, on ne fait pas les choses aussi bien qu'on devrait les faire. Ou alors, on fait les choses de façon un petit peu, on va dire, détournée. Et finalement, on devient un peu moins efficace. Le vocabulaire, c'est une des bases fondamentales de la mémoire, mais aussi de tout ce qui va toucher, on va dire, à mon avis, à l'agilité cognitive. Parce que plus vous avez de vocabulaire, plus vous avez le mot juste, plus vous comprenez le langage de l'autre, et plus vous êtes amené à réagir efficacement
de façon vive, hein, rapidement si vous voulez, mais de façon vive et de façon juste. C'est ça qui est important. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez faire au quotidien de façon très simple, c'est d'optimiser votre vocabulaire. Ça sera bénéfique pour absolument toute votre cognition. En ayant un maximum de mots. Il faut savoir que voilà, aujourd'hui, le langage courant, on va dire, voilà, quelqu'un de moyen va s'appuyer sur 2000 ou 3000 mots environ, je pense. Hein, c'est un langage courant. Le langage courant, ça veut dire que voilà, j'ai ce genre de. C'est ces mots-là qui reviennent le plus souvent, voilà, de façon commune. Ça ne veut pas dire que vous n'avez que 2000 ou 3000 mots en bibliothèque mémoire, si vous voulez. Hein. On va dire qu'un adulte, je pense un adulte aujourd'hui, on va dire un adulte normal doit avoir à peu près entre 20 000 et 30 000 mots de stocker dans sa mémoire des mots. Donc voilà, et les mots courants sont le langage courant, c'est les mots que vous utilisez couramment. Par exemple, je sais pas moi, le mot, ou même le nom peut-être, tiens, le nom d'un roi comme Charlemagne est un mot que vous connaissez très bien, mais qui ne fait pas partie forcément de votre langage courant, parce que vous n'êtes pas historien, parce que vous n'êtes voilà, pas dans un milieu d'historien, et c'est pas un mot que vous utilisez de façon courante. Voilà. Donc, il faut bien distinguer votre base lexicale, votre bibliothèque lexicale, du nombre de mots que vous utilisez au quotidien. Donc, ce vocabulaire, très simplement, vous pouvez l'optimiser, évidemment, de façon très ludique, en sortant de votre zone de confort, en rencontrant des gens de tout horizon, en vous lançant des défis dans de nouvelles passions, comment dans des formations que vous allez prendre, évidemment toutes ces choses-là, dans la rencontre, la socialisation. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un d'un horizon différent, il y a forcément un langage nouveau que vous rencontrez également. Donc moi par exemple j'ai fait des claquettes pendant 7 ans. Donc là bon, j'ai arrêté à me demander d'en faire. Mais je me suis amusé comme ça à identifier le nombre de mots nouveaux. Quand je dis mots nouveaux, c'est aussi bien des concepts que des façons, des pas de danse ou des danseurs ou des musiciens voilà, qui font partie un petit peu de toute la mouvance jazz. J'avais donc répertorié plus de 300 mots nouveaux. Voilà. Des mots qui me permettent, si vous voulez, en plus, moi, d'être beaucoup plus agile parce que je peux m'en servir de ces mots-là pour discuter avec des gens qui pratiquent un certain instrument de musique, qui sont baignés dans le jazz, qui font même de la dance country parce qu'on retrouve des pas de danse communs. Vous voyez, donc le vocabulaire, c'est fondamental. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui peut littéralement, de façon complètement détournée, j'allais dire un petit peu inconsciente, vous rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus agile. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis important de le préciser. Voilà. Il est 22 heures, donc vous voyez, 1 heure, j'avais dit 1 heure, avant la session de questions-réponses. Je fais rapidement, si vous voulez, une petite conclusion. Voilà, on repasse là-dessus. Donc conclusion pour retenir, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a essayé de définir rapidement l'agilité cognitive. Très important pour moi de ramener ça au corps. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a cette notion d'expérience qui intègre le côté, on va dire, corporel, qui est importante pour moi. Donc l'agilité cognitive, c'est effectivement de s'adapter rapidement à une situation. Hein, c'est un petit peu la définition. Mais ne perdez pas de vue que ça aura quand même un lien avec une intégration des données qui n'est pas que, si vous voulez, j'allais dire sémantique. Sémantique dans le sens où on n'est pas que sur la volonté de retenir des informations de façon littéraire, littérale. Il faut aussi mettre en pratique ces informations. C'est à ce moment, à cette condition, à mon avis, qu'on est vraiment agile. En deuxième acte, on a vu donc trois grands principes donc à respecter pour l'agilité cognitive. Il faut faire attention à votre charge mentale. Donc, comment faire attention à sa charge mentale? Bon, bah, on évite le stress. On essaie de ne pas trop traiter d'informations à la fois. Donc, on essaie d'être pragmatique. Par exemple, souvent, ce qu'on me dit, les gens sont souvent étonnés parce que moi, je sais retenir des tas de prénoms. Ça m'est arrivé des fois de retenir plus de 100 prénoms dans les soirées. Quand je fais des interventions, qu'est-ce que je fais? Je dis bonjour aux gens. Voilà, on est au café, il y a une vingtaine de personnes qui sont là. Je dis bonjour aux gens. Voilà, bon, ils s'installent et puis à un moment donné, je restitue le prénom de tout le monde. Et voilà, ça scotche tout le monde évidemment. Comment ça fonctionne? Je gère avant tout, je respecte d'abord ma charge mentale.
C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression que je suis allé vite, mais non. C'est juste que quand j'ai pris les prénoms des uns et des autres, j'ai mis en place une stratégie que j'ai complètement automatisée. On revient à l'automatisme, qui me permet, si vous voulez, d'être sans doute plus efficace. En gros, je prends les prénoms par deux ou trois, je m'arrête, je réactive, hein, je redis dans ma tête les prénoms, ce qui veut dire que je vais les stocker un peu mieux, puis je vais donc reprendre deux ou trois prénoms, ainsi de suite, comme ça, et en l'espace de quelques instants, quelques minutes, je vais donc intégrer comme ça un maximum de prénoms. Donc je respecte ma charge mentale, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre trop d'informations, je vais en prendre un petit peu, réactiver, en prendre un petit peu, réactiver, donc je vais faire une sorte d'empilage, si vous voulez, pour être efficace. On a vu donc également le rôle donc de l'automatisme, ça je viens de vous en parler, aussi bien dans les stratégies que dans la pratique voilà, pratiques logicielles, pratiques corporelles, pratiques, je sais pas moi, des pratiques conceptuelles, enfin, voilà, l'automatisation, et donc toute sa vie, si vous voulez, d'enrichir ses zones cérébrales, enfin ses connexions cérébrales, pardon. Donc, on revient donc à cette notion d'apprentissage, on va dire, au quotidien. Et dans un dernier acte, voilà, je vais proposer trois pistes. Donc, l'expérience de vie, les expériences de vie dans lesquelles vous impliquez effectivement votre corps, mais pas que. Les formations, faire de la formation, être tout le temps en formation. Ne vous endormez pas. Je crois qu'effectivement, j'ai un ami magicien qui s'appelle Sylvain Mirouf, que vous connaissez peut-être. Un jour, Sylvain me dit comme ça, moi je crois que les gens meurent le jour où ils ont décidé de ne plus apprendre. Et quelqu'un qui n'a pas fini d'apprendre aura tendance à vivre un peu plus longtemps. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'effectivement, si vous conservez cette envie d'apprendre, donc de formation, d'expérimenter, quelque part ça vous maintient en vie. Voilà, moi c'est un petit peu l'idée, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous partagez un petit peu avec moi ce genre d'analyse, mais moi je pense que c'est effectivement ce qui se passe. Euh, le vocabulaire, voilà, ça c'est quelque chose d'un petit peu surprenant, mais effectivement le vocabulaire c'est quelque chose qui peut en tout cas favoriser littéralement votre cognition dans ses grandes largeurs. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, il est 22h05, un tout petit peu plus d'une heure, je me trompe du clavier, voilà, je reviens ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette intervention? Euh, des choses voilà, qui vous interpellent, qui pourraient vous donner des questions voilà, des questions qui demanderaient réponse. Voilà, cherchez mes mots. Oui. Voilà, c'est ça l'agilité cognitive. Alors pendant que vous réfléchissez donc à ces questions, je vous rappelle que la semaine prochaine, je ferai une seconde intervention, plutôt effectivement sur la semaine prochaine, c'est sur les stratégies la semaine prochaine. Attendez, je suis en train de me demander si c'est les stratégies. Je crois que c'est sur les stratégies. Il y aura les stratégies. Et non, il y aura d'abord le bien-être en fait. Effectivement, il y aura d'abord toutes ces notions donc liées au bien-être et la mémoire. Voilà. Alors, avez-vous des questions avouables ou pas? Je vous laisse me répondre évidemment. Je vous remets si vous voulez la petite conclusion. Pas de questions particulières? Tout va bien? C'est très clair pour tout le monde? Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va dans ce cas-là, si vous voulez, donc terminer là. Je rappelle que voilà, vous avez un code promo. Alors, je vous montre un petit peu si vous voulez voir. Alors, si vous voulez voir comment ça fonctionne tout ça, eh bien, je vais vous faire rapidement, voilà, un partage d'écran. On va aller là-dessus. Voilà, un partage d'écran. C'est pas ça. Ah oui, il faut que je sorte de mon truc du coup. Alors, je vais revenir là-dessus. Pardon. Pense là.
posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Je vais donc, hop, 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 je vais fermer ça. Fermer ça. Voilà. Est-ce que maintenant... Ok. Donc il faut que je fasse... Je ne sais pas comment ça marche en fait. Je ne sais pas comment ça marche, donc je ne vais pas vous montrer l'écran, c'est pas très grave. Vous avez un autre écran qui est là, mais voilà. Peut-être qu'il faut qu'effectivement je mette ça dans un autre affichage. Je parle un peu tout seul, hein, vous voyez. Voilà. Ah oui. Comme ça. Appliquons. Voilà. Alors, pour vous situer, si vous voulez profiter du code promo, comment ça marche? Je vous ai donc créé ce code promo. Vous pouvez, par exemple, vous voyez, le parcours complet qui est vendu 497 €, vous pouvez l'avoir pour 99,40 € l'intégralité. Voilà, c'est le cadeau du mois d'août. Vous êtes sympa, vous êtes venu participer à cette intervention. Ben, pour vous remercier, eh ben voilà, je vous offre tout ça avec 80% de réduc. Ou alors les modules indépendants. Voilà, vous avez tous ces modules-là. Vous pouvez les avoir tous pour 80% donc de réduction. Comment ça marche le code promo? Je vous montre, c'est très simple. Vous arrivez sur la page, voilà, vous lisez si vous voulez, sinon vous faites profiter de l'offre. Sur le prix, vous allez voir le prix qui est indiqué là, toujours le même, hein, faut pas que ça vous fasse peur. Vous choisissez ce que vous voulez faire, voilà, vous prenez content si vous voulez, vous remplissez, vous reconnaissez avoir lu et approuvé, vous faites je commande, et c'est là qu'il faut mettre le petit code promo. Le code promo, vous mettez 80, juste 80 ici, vous validez, et là regardez, magie, ça passe à 99,40 €. Voilà, donc si vous voulez en profiter, c'est jusqu'à mardi soir. Mardi soir, oui c'est ça, c'est mardi soir. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau que je voulais vous faire ce soir. Maintenant, hop là, j'ai fait une bêtise. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? N'hésitez pas, hein, parce que voilà, sinon on s'arrête là et tout va bien. Pour moi, si tout est clair pour vous, c'est super. Moi, l'idée que ce soit clair pour vous et que voilà, vous puissiez avancer, apprendre des choses nouvelles. Je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, ici. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve bien pour mémoire et état d'esprit. Hein. Voilà, donc à partir de 21h. Donc, je vais aborder avec vous 4 clés. 4 clés donc, qui permettent, si vous voulez, d'optimiser donc, son état d'esprit. Et quelque part, finalement, par ce biais-là, de favoriser un peu plus vos capacités cérébrales. Hein, puisque là, ça, vous l'avez, je pense, tous un peu compris, c'est que en fonction de votre état d'esprit, eh bien, vous avez plus de facilité au niveau cérébral. Tac. Alors, pas de questions? Tout est ok pour vous? Est-ce que c'est mon... Des fois je me demande si c'est pas mon chat qui bloque. Alors, je vais voir sur notre page. Des fois que il y aura des questions. J'ai l'impression que j'ai un petit problème avec le chat, moi. Ah oui, il y a plein de questions. Je suis vraiment désolé. Je viens de découvrir qu'effectivement, il y a des questions et voilà, c'est mon chat qui ne marchait pas bien. Alors, je vais répondre aux questions parce que finalement, j'ai pas vu toutes les questions. Rencontrer des gens, Kevin, oui, rencontrer des gens, c'est fondamental. Hein, c'est bien, la socialisation, ça va permettre tout ça. Vous avez tout à fait raison, il faut le faire. Ne vous enfermez jamais.
Soyez curieux toute votre vie. Allez voir des gens de cultures différentes. Voyagez, voyagez, super important. Moi, je voyage pas mal. J'ai fait déjà plus de 20 pays différents. Voilà, donc c'est des choses qui sont, c'est fondamental. Il faut le faire. Apprendre une langue étrangère, c'est très bien, très très bien, Christophe, parce que dans la langue étrangère, vous avez aussi la culture de la personne, la culture du pays, la culture de ces gens-là. Donc derrière une langue, il y a pas que des mots, hein, il y a tout un mode de pensée. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, Quel âge ai-je me demande Éléonore. Eh bien, Éléonore, ce n'est pas un secret, j'ai bientôt 43 ans. Voilà, voilà, j'ai commencé très tôt, moi, sur le marché du travail. Voilà, donc je suis encore un peu jeune, mais un peu moins qu'avant. Voilà. Est-ce qu'on est tous égaux face à la mémoire? Non. Ben non, Jean-Dominique, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux. Je veux dire, au départ, alors, on sait définir une moyenne, si vous voulez. On sait ce qu'est une moyenne. À partir de là, on n'est pas tous égaux. Parce que dans la moyenne, il y a les moyens, il y a les très bons, il y a les pas bons. Ce qui fait que ça donne une moyenne. Ceci étant, on a tous des points forts, on a tous des points faibles. Je crois qu'on est tous bons quelque part. On est tous mauvais quelque part. Il y a des rares gens qui sont bons partout. Ces gens-là sont énervants, sont très énervants. Je ne suis pas quelqu'un de bon. Euh, je suis quelqu'un d'entraîné. Ça, j'assiste autour de moi. Moi, spontanément, si vous voulez, je ne pense pas avoir eu de facilité plus que ça, soit à l'école ou quoi que ce soit. Donc j'ai redoublé, voilà, j'ai galéré. J'étais pas forcément quelqu'un de brillant. Je ne suis pas quelqu'un de brillant d'ailleurs. Je me définis pas comme quelqu'un de brillant. Je suis peut-être aujourd'hui plus débrouillard qu'avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour être sans doute plus efficace. C'est des choses qui reviennent souvent voilà, quand je rencontre des gens. Euh, voilà, les gens disent souvent que je suis efficace. Je crois que je le suis devenu avec le temps. C'est pas automatique, ça n'a jamais été automatique. Donc, on n'est pas tous égaux, par contre, on peut tous progresser. Ça, c'est clair, on peut tous progresser dans tous les domaines. Ce qui va poser problème, c'est pas la mémoire, c'est la motivation. Donc, la motivation va jouer un grand rôle. Il y a des tas de personnes qui veulent progresser, mais qui ne sont pas forcément prêtes à mettre l'effort, parce que le cerveau n'aime pas l'effort. Ça, faut le savoir. Le cerveau, s'il peut éviter l'effort, il va éviter l'effort. Donc, bon. Euh, Merci à vous. À très bientôt. Je vais couper le stream, le live. Dernière chance pour poser une question. Tout est bon. Parfait. Comme vous êtes encore tous là, personne n'est parti. Allez, je vous laisse. Bonne soirée.